science university, but I could explain it in my language. Je me permets donc de continuer en français, ma langue maternelle. Et je vous invite à mettre des écouteurs qui sont mis à votre disposition pour avoir une traduction de mon cours. C'est avec une grande fierté que je vous présente ainsi mon invention, qui va révolutionner un dogme de la science. Vous avez tous appris depuis longtemps qu'il existait un règne végétal, un règne animal et un règne minéral. La définition de ce dernier est très claire. Il s'agit d'un ensemble de structures inorganiques. Eh bien, ce jour du 26 mars 2013, je viens vous annoncer que le règne minéral n'est pas inorganique. Et j'affirme qu'il est doté d'un organe sensoriel primordial qui lui permet de s'exprimer. Oui, mesdames et messieurs les pierres parlent. Elles sont même capables de nous transmettre des émotions. Excusez-moi, monsieur, mais vous perdez la raison. Les pierres ne peuvent pas parler. Je comprends votre surprise, car j'avais les mêmes a priori que vous. Mais force est de constater qu'il y a dans les minéraux cette capacité à transmettre. Mais si elle ne rien, toute notre science est à écrire. C'est bien ce que je pense. Les enfants, qu'est-ce que demande cette lumière? Monsieur, vous affirmez, quelle preuve avez-vous? Les preuves, je les ai sur ces enregistrements. Vous plaisantez, cher homme. À l'heure actuelle, il est trop facile de falsifier ce genre de preuve. Non, je crois que preuve irréfutable. Démontrez que cela va protéger l'expert. En premier lieu, je me demandais que je pouvais vous défier de prouver ce que vous venez de m'annoncer. Vous voyez bien que nous allons faire leur poste. Vous me défiez? Eh bien soit, rendez-vous dans 6 mois, chez moi, en Provence. Clip 2. Vas-y, moi. Oh my God! Il fait toujours si chaud ici. C'est l'été, mais en plus cette année, il est particulièrement sec. Je vois que vous n'avez pas renoncé. Sérieusement. Quand allez-vous arrêter cette plaisanterie? Mais monsieur, je vous garantis que je dirai. Ah, c'est Francis. Toujours trop fier pour avouer vaincu. Alors, où me menez-vous pour prouver ce motif? Ici. Voici les remparts de Tresse. C'est ici que je vais vous démontrer que les pierres ont une mémoire. L'expérience consiste à brancher ces câbles et à attendre. Vous risquez de me surprendre, je n'entends rien. Il n'y a rien à entendre. Je le savais, superchevé. Rien à entendre. Mais regardez, voici les premiers souvenirs de cette pierre.
gauche de l'Ouest sans roi. Et encore, ce n'est qu'un début. Désormais, écoutez bien ce que cette pierre a à dire. J'ai été conçu il y a bien longtemps cela, au moment où la Provence n'était qu'une immense mer. C'est pourquoi je recèle encore des restes de sable marin et parfois même de quelques coquillages. Le premier souvenir d'être vivant terrestre, vous venez de les découvrir. Nous étions sur la rive gauche de l'arc. C'est là que j'étais posé. C'était il y a... Laissez-moi réfléchir. Pratiquement 6000 ans. Les hommes vivaient alors dans des huttes rectangulaires qui commençaient à se regrouper dans de premiers petits villages. Cette sédentarisation tient du fait que l'homme est passé de chasseur à éleveur. Ici, de moutons. Il cultive également quelques terres dont il conserve la récolte dans des silos. Cela n'empêche pas de pratiquer la chasse, qui fait à la pointe de nourriture, en particulier dans les saisons hivernales. Les moutons étaient aussi utilisés pour leur laine, qui était filée par les femmes, qui pratiquaient aussi la confection de céramique et de vaisselle. Je suis sûr qu'en fouillant un peu dans la veille, vous trouverez nombre de restes cassés. Et oui, les querelles de ménage existaient aussi. Cela facilite quand même le travail des archéologues. Enfin, ils commençaient à avoir des rites de mortuaire. Les hommes étaient enfouis dans des puits funéraires entourés d'objets. Et c'est ainsi que je découvrais en même temps que cette formidable invention, l'histoire de la ville de Joyce. Êtes-vous sûr de ne pas avoir été victime d'une manipulation de la part de ce Français? Et j'aurais préféré, car cela aurait signifié que j'avais raison. Mais je suis contraint devant vous de vous dire combien je pleure de ne pas pouvoir monter vos camarades. Et comme Saint-Jean, il a fallu que je touche le roi. Mais faites-moi confiance, cette invention est tout simplement prodigieuse. Il s'agit de me le démontrer. Ouais, eh bien, regardez-donc, tout ce que j'ai vu, je l'ai filmé, et vous allez pouvoir le découvrir. Rouge. C'est la couleur qui me revient lorsque je repense à ce que j'ai vu à ce moment de l'histoire. Les pierres étaient rouges. L'arc aussi. Il y avait, installé dans la plaine sur le bord des ruines, des colonies endommagées de bassin. Au-delà du bord de carrefour qui ont reçu la vallée, il y avait également exploré dans la géographie des murs tous les mondes de la
les entendus pour la douceur. Ce sont des armes de corps pour traverser la plaine pour rendre les gestes. Nous étions les lignes. Il n'y a pas beaucoup de caractère. Le chameau m'a mis dessus dans un fracas assourdissant. Venant des pentes des collines, les armées romaines et les Marmus prennent sur leur flanc la colonne. Il y a le froid et la tête de l'homme. Il faudra bien du temps pour que la vie reprenne son cours. D'ailleurs, cette bataille a eu une conséquence pour moi et mes proches. Plus personne n'est venu pour nous tailler afin de protéger les champs. Les ossements, si nombreux, jonchés sur le sol, serviront à fermer les champs de vigne, formant ainsi de petites haies. On dit aussi que les corps des cadavres pourris et sur lesquels tombèrent de grandes pluies donnèrent une terre si grasse que l'été suivant, elle rapportèrent une quantité incroyable de toutes sortes de fours. Aïe! Ces bruits, ces douleurs, ce fut le temps où l'on m'arracha de mon corps pour venir me poser ici, au milieu de ce rempart. Nous étions aux alentours de 1330. Père, que sont en train de bâtir ces hommes? Fils, avec les autres co-seigneurs de la cité, nous avons décidé, pour la protéger, de faire construire ces remparts. Qui sont tous ces gens? Ce sont des ouvriers, chacun à sa place à son rôle de tenir pour la construction. D'abord, les pierres ont été taillées par les carriers, qui les transportent jusque sur le mur de la construction. Elles sont ensuite construites par le maçon. Pour mémoriser les pierres, on se sert d'ouvriers sur le drôle d'appareil. Remplacez-moi donc ces deux-là par deux gaillards. Il est temps de monter ces blocs. En se déplaçant à l'intérieur de cette tour, et grâce à ces pluies, les meubles vont s'élever. Que font donc tous ces gens? Ils ne semblent pas œuvrer à la construction. C'est vrai, mais ils contribuent par leur travail à ce que le chantier avance. Chef, doucement. D'abord, faites son four. Voici le chauffe-eau. Il se sert de la pierre calcaire qui chauffe fortement. La chaux produite est alors mélangée au sable pour former un mortier qui liera les pierres entre elles. Ainsi, nos murailles résisteront mieux en cas d'assaut. Souhaitons que nous n'ayons jamais à le savoir. Le cordier tisse et tresse le cordage, les chambres qui serviront à soutenir les échafaudages.
Regarde bien comme cette technique est élaborée. Le vannier fabrique les paniers qui servent à transporter divers matériaux. Quant au forgeron, il réalise des outils solides, des clous et des déchets. Cela fait beaucoup de personnes. Et tu n'as pas encore trouvé? Regarde un peu ce que sont en train de faire ces hommes. Ma foi, je n'en sais trop rien. Ils m'ont l'air affairés à faire des calculs. Tu y es presque. Il s'agit de l'architecte et du maître d'œuvre. Il est de leurs apprentis. Ils sont en train de prendre des mesures. L'architecte tient la virga qui lui sert à évaluer les fondés. Quant au maître d'œuvre, grâce à cette corde à 13 nœuds, il reporte au sol les différentes figures géométriques. Enfin, grâce au fil à plomb, il en vérifie la ligne. C'est là une bien belle œuvre. Eh oui, c'est une œuvre qui est faite pour mieux. Comment tient donc cet échafaudage? Il est intégré à la maçonnerie pour que les ouvriers puissent circuler. Il restera donc pour toujours? Non, on me le retirera à la fin de la construction. Il ne restera plus que les trous de moulin. Et c'est ainsi que furent construits les remparts, entourés de profonds fossés et ouverts par plusieurs portes. C'est d'ailleurs par l'une d'entre elles que je reçus ma première visite prestigieuse. Nous étions en 1376. Parti d'Aix le matin de ce 19 septembre, le pape Grégoire XI, sur son trajet le menant Saint-Maximin, fit halte dans notre bonne ville. Le temps était pluvieux et les mules glissaient sur le sol humide. Cependant, les cœurs furent réconfortés par l'accueil chaleureux de la cité.
La cité de Trèves est honorée de votre passage en Seigneur. Je suis venu ici pour me reposer avant de poursuivre mon périple vers Rome. Mais je tenais surtout à venir me rendre dans la cité où mon prédécesseur, Urbain, avait installé son studio. En effet, quelques années auparavant, le pape Urbain V avait créé une sorte de collège où plus de 150 élèves vinrent étudier, ce qui donna à Trèves un véritable élan culturel. Ce fut une bien belle époque, qui malheureusement se termina en tragédie. Expliquez-moi donc cela. C'est sur les terres appartenant à l'abbaye de Saint-Victor que sa sainteté le pape Urbain V avait décidé d'installer ce studium. On y retrouvait près de 180 élèves provenant essentiellement du comté de Provence, dont 8 élèves venaient de Trèves. Leur prieur, Théoda Jourdan, dirigeait le studium entouré de plusieurs maîtres qui enseignaient le trivium, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, ainsi que quelques éléments de théologie. Mes amis, vous savez que votre présence ici doit vous permettre de vous préparer à recevoir par la suite les enseignements des plus grandes facultés. Votre discipline doit être exemplaire. Or, je dois vous dire que pour éviter vos sorties nocturnes, j'ai payé 22 sous à Bertrand Bonnière pour mettre des barreaux à 2 fenêtres de la cuisine et du réfectoire. Quelle belle œuvre de celle d'Urbain V. J'entends encore me dire, je conviens que tous ceux que je fais élever ne seront pas tous ecclésiastiques. Eh bien, quel que soit l'état qu'ils embrasseront, du fait qu'ils même exercer des travaux manuels, il leur sera toujours utile d'avoir étudié. Mais alors pourquoi le studium n'est-il plus en vos murs? Ce fut un grand regret pour toute la cité. En juillet, un mal mystérieux fit son apparition dans les murs de l'école. In principio creavit Deus caelum et terram. Sic incipit sacrorum Deo. Attachez-le, attachez-le pour pas qu'il se fasse mal. Le médecin du studium intervint, puis d'autres venus d'ailleurs. Tous étaient sans voix devant ce mystère. On organisa alors dans la cité plusieurs processions. C'est au moment où l'on pensait que l'affaire était close que plusieurs autres cas survinrent.
La décision fut alors prise, au grand regret de tous, de fermer le studio. Ce ne fut d'ailleurs pas la seule fois que Traite fut aux prises à des noms mystérieux. Nombre d'épidémies frappèrent ainsi la cité. Et ce ne fut pas rare que l'on peigne sur ma face quelques signes pour marquer la présence d'une contagion. Cependant, je ne craignais jamais rien des épidémies. En revanche, je craignais sérieusement pour mon avenir lorsqu'en 1536, les troupes de Charles Quint vinrent en Provence. Place, place, faites place! Voici notre chef du poste de garde avancé. Monseigneur, Monseigneur, Parlez donc. j'ai eu le rapport d'un de nos espions qui surveillait les troupes de Charles Quint. Et alors, Il y a 5 jours de cela, le jour de la Saint-Jacques à la messe, l'empereur a donné ordre de lancer l'invasion de la Provence. on l'a bien pris sur nous, même si elle nous surprendrait, nous ne serons jamais assez nombreux pour défendre cette frontière. Nous allons devoir exécuter les ordres de notre roi. Garde! Voici la règle du roi. Ordre donné de battre la retraite générale. Mais pour ralentir à toute condition l'avancée des troupes ennemies, ordre est également donné de vider tous les villages des vivres qui pourraient venir en aide à l'envahisseur. Vous, allez à la cité de Brignoles. Vous, à Tours. Quant à vous, allez donc à la cité de Brest. Ordre est donné par le roi de quitter la cité, d'emporter des vivres et de brûler toutes vos réserves pour ne pas profiter à l'ennemi qui avance vers nous. Mais ce n'est pas possible. Comment allons-nous bien pouvoir survivre? Vous voulez notre mort? Il faut appeler le consul. Je viens d'apprendre votre arrêt, et je pense que vous pouvez repartir tranquille. Dites à vos supérieurs que la cité sera assez forte pour se défendre à l'abri de ses remparts. Que les morceaux de céréales et de vivres présents dans les greniers ne bougeront pas. Ils vont le rester, eh bien, foutre, qui reste. Ils serviront d'exemple pour ceux qui comptaient aussi résister. Et c'est ainsi que débuta le massacre. D'abord, ce furent des coups de canon qui détruisirent les parties des portes et des remparts. Les coups étaient si intenses que nous en parlions. Et après, ce fut terrible. Videz dans les douilles de vin. Jetez les sacs de blé. Dégagez le bétail et jetez-le dans les pluies.
effrayant le jour où je craignais pour mon avenir tant les coups de canon furent violents. Heureusement, les choses se calmèrent. Et j'ai reçu alors des visites beaucoup plus pacifiques. Regarde donc ces pierres, leur robustesse est immense. Installées depuis des siècles, quel plaisir que de toucher leurs austérités, d'y voir les marques du temps. Il y a beaucoup à apprendre de la construction de ces remparts. J'aime aussi beaucoup ces pierres de marbre que l'on trouve près de Saint-Jean-du-Puy, là-haut. Oui, elles sont superbes. On doit pouvoir en faire de magnifiques statues. Ce serait un bonheur que d'essayer de les tailler. Mais tu sais bien que nous n'avons pas le droit de monter jusqu'à l'Ermitage. Et si nous essayons de nous servir d'un de ces blocs tombés pour le retravailler, le sculpter, on ne pourra rien dire. Nous sommes dans l'enceinte des remparts. Je vais sur le champ chercher quelques outils à l'atelier de mon père. Et c'est ainsi, sous mes yeux, que débutait la carrière d'artiste de deux enfants de la cité, dont le talent se révéla notamment à la cour de Versailles. Christophe Verrier est ainsi né à Tretz en 1637. Michel, vas-y. Il fut un des proches collaborateurs de Pierre Puget. Il produisit de nombreuses pièces majeures que l'on retrouve dans plusieurs églises de la région. Mais c'est dans le château récemment construit par Louis XIV que l'on retrouve trois de ses œuvres magistrales inspirées de l'Antiquité. Michel, doucement. De son côté, Jean-Jacques Cagnon, qui est de 2 ans au cadet de Verrier, et lui aussi natif de Tretz. Vas-y, vas-y. Comme son aîné, il fit partie des plus grandes écoles de sculpture, étudiant notamment à Rome, où il fit la découverte des œuvres de Michel-Ange. Dès son retour, il travailla avec Mansart au château de Versailles, où ses statues de Junon ou d'Hercule vinrent rejoindre celles de son camarade de Trasnois. C'est également à Versailles que se noue une partie de l'histoire qui suivit. Nous étions à l'hiver 1789. C'est une désolation. Regardez cela. Jamais de mémoire d'homme, nous n'avons vécu pareil désastre. Mon grand-père m'avait dit qu'il avait vu les oliviers gelés, mais c'était il y a bien longtemps. Tout est perdu. Il ne reste plus qu'à les couper au pied. Comment allons-nous faire pour survivre? Le blé n'a pas donné cette année. Les greniers sont presque vides. Et pendant ce temps-là, toujours plus d'impôts. La dîme, le sens et la dévelle. Si c'est pas une honte de devoir payer un impôt pour du sel qui est pourri. Ça ne peut plus durer. Au consul, le consul! Mes amis, j'entends votre cri et je m'en garde. Moi, Laurent Semer, consul le maire de la avez représenté à l'Assemblée qui doit s'ouvrir à Aix le 25 octobre courant pour y faire, au nom de tiers États,
toutes les observations et protestations que la situation présente exige. Il n'est pas juste que la noblesse dispose d'autant d'avantages. Vous voulez que je vous demande la fin des privilèges? Les impôts, ne c'est pas assez que le tiers d'État soit accablé depuis plusieurs siècles. Demandons l'égalité pour tous. La liberté aussi. La révolution était en haut. Après les états généraux, ce fut la prise de la veste. Puis la déclaration des droits de l'homme, où enfin les revendications des traits de soi, comme celles de bon nombre de Français, étaient prises en compte. Cependant, à cet élan généreux va bientôt succéder un temps de trouble profond qui va considérablement toucher le pays. Citoyens, la patrie est en danger. Des bataillons de Prussiens sont aux portes de Paris. Ils viennent restaurer le roi dans ses anciens pouvoirs. Mes amis, il faut marcher vers la capitale pour défendre la révolution et demander la destitution du roi. Citoyens, aux armes, aux armes! Aux armes, rejoignez-nous pour la France et pour la révolution. J'en suis, moi aussi. En route! Citoyen Bouguer, entonne le chant que nous a appris le citoyen Murer à Marseille. Le chant de guerre de l'armée des Bruns. Telle fut la Révolution française. Cependant, à Traite, c'est désormais une autre révolution qui touche la ville. Celle-ci, industrielle, est symbolisée par le développement de la mine. En effet, en 1809, est donnée concession à la compagnie des mines de Traite. Les paysans de la Révolution deviennent peu à peu des mineurs paysans. Partez-moi aujourd'hui. Eh bien, nous allons à Saint-Jean. Nous sommes sur la route de la grande mine, mais je ne sais pas si on ne va pas trouver de l'eau. C'est profond. Et oui, petit, c'est trop fort. Mais ne sois pas si pressé, bientôt, tu viendras avec nous. Dis-moi, quel âge as-tu? 7 ans. Oh, tu as presque l'âge de venir au tribunal. Et après, tu feras comme ton frère qui fait le même. Un vrai lycée. Eh oui, ça fait déjà 2 ans que je travaille à la mine. Avant, je charriais ces coups fins, mais maintenant, on a des petits wagonnets à pousser. Et les bidons n'ira plus à la mine à pied, car on va ouvrir une ligne de chemin de fer. Bah, on nous dit que c'est le progrès.
Seulement, j'ai l'impression que ça ne sert rien qu'au patron pour nous en demander toujours plus. Et la paye, elle ne progresse pas. Arrête de nous faire un peu de discours. Ici, on le connaît. À la été, vous voulez encore la révolution. On veut la justice. Tu trouves normal, toi, que le patron mange 2 plats de viande par jour, alors que nous sommes obligés de trier pour un salaire de misère? On le sait tout cela, mais on ne peut rien y faire. Eh bien, moi, je pense que oui, on peut y faire quelque chose. Seulement, il faut que l'on soit solidaire. Si ça veut dire faire la grève, tu as bien vu que cela a donné la dernière fois. Eh bien, il faut que ça change. On ne peut plus accepter de mourir pour les élus patron. Tu te souviens quand même de ce qui est arrivé à notre camarade il y a 2 ans de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé au plus simple. Arrête un peu, il est bien trop jeune pour entendre cette histoire. Bon, faut qu'il sache. Ça s'est passé au plus simple. Nous étions en train d'attaquer la coupe, et soudain, un coup de doigt. Dans le nuage de poussière, on ne se voyait plus. On s'appelait pour savoir si personne ne manquait. Mais soudain, des cris ont déchiré nos appels. Un de nos camarades était coincé sur l'effondrement. Il nous suppliait de venir le chercher, mais malgré nos efforts, c'est sur un brancard et mort que nous l'avons ramené au grand jour. Sa femme était là, en pleurs. Et le contremaître, qui est venu pour dire que cela faisait partie des risques du travail, et qu'il fallait déblayer, salaud! Et c'est pour eux qu'on a sorti ce charbon! Allez, mon gars, calme-toi. C'est vrai que ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Et pendant des décennies, chaque jour, ce défi passa devant moi. J'entendis ces récriminations, mais je fus aussi le témoin de scènes tout aussi émouvantes. Je te fais la promesse devant les pierres de notre rempart que je reviendrai vivant de la vie. Comment peux-tu en être aussi sûr? Crois-moi, je serai de retour pour les vendeurs. Dès que je pourrai, je t'écrirai. Et fais-moi la promesse de venir lire mes lettres devant ces pierres pour te souvenir de moi et de ce que je vais te dire. Léonie, je t'aime, et dès mon retour, je te demanderai ma main. Moi aussi, Justin, je t'aime. Jamais, au moment de cet échange, il n'aurait cru que la guerre durerait si longtemps. Si vous saviez le nombre de lettres que Léonie a eues devant moi, j'y découvris la bataille de la mort, les camarades, les tranchées, la soif, la faim, la boue, la mort, l'horreur. J'ai entendu les noms de Joffre, Foch, Pétain, Clémenceau, mais je me souviens surtout de Verdun. Ma bien-aimée, il y a quelque temps de cela, je t'écrivais « T'en fais pas, on les aura ». Aujourd'hui, je n'en suis plus très sûre. Ce n'est pas que je ne crois pas en la victoire, mais après ce que j'ai vécu, même les plus patriotes pourraient être frappés par le découragement. Heureusement, je suis encore vivant pour t'écrire
mais j'ai perdu 2 de mes camarades, Icare et Blanc. Un parole, je n'ai plus de nouvelles depuis 3 jours. Nous étions sur un poste avancé dans le secteur de la côte 300. Arrête, Michel. Quand soudain, Michel, arrête. le fracas terrible du tir de commandement ennemi et l'offensive de gauche. Les gaz, les obus, les grenades. Nous avons dû résister, nous replier derrière la mitrailleuse, en espérant que le sang retombe. Heureusement, les renforts sont venus de l'arrière et nous ont permis de tenir notre position. Jusqu'à quand, je l'ignore. Je n'oublie pas ma promesse. Et je te jure que je la tiendrai. Il la tiendra. Et c'est devant moi que le 14 mars 1919 passa le cortège de l'armariage. C'est un tout autre cortège qui défilera sous nos yeux. Le comité de libération, créé clandestinement en mars 1944, se réunit ce jour, 20 août 1944, pour la première fois en mairie de Trèves. Le comité est composé de Marius Joly, d'Antoine Richard, de Marius Nègre, de Gabriel Moutet, d'Auguste Cholet, de Marius Michel et d'Édouard Montagnac. En ce jour de gloire, nous appelons au calme et à ne pas exercer de quelconque vengeance personnelle.
Vive les Alliés, vive De Gaulle, vive la République, vive la France! Vive la France! Après ces réjouissances, vint le temps de l'abandon et de l'oubli. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs que je ne sois détruit avec le rempart. Heureusement, les hommes et les femmes de passion ont tout fait pour me préserver, me rénover et me permettre aujourd'hui de m'exprimer le monde. C'est grâce à eux qu'ont ressurgi en ce soir plusieurs millénaires d'histoire. Une histoire qui est la vôtre.
L'association 2000 ans d'histoire en Provence, Saint-Michel de Fur, est très heureuse de vous présenter la mémoire des remparts. Ces remparts qui ont été rénovés cette année par la municipalité ainsi que la cour que vous avez pu fouler. Merci beaucoup de vos applaudissements. Et nous espérons l'intérêt, si c'est encore mal, et vous, si c'est quand même. Et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de bagaille.